J'ai appris que j'étais autiste à l'âge de 20 ans. À première vue, on dirait que je fais partie de ces autistes pour qui le parcours scolaire n'a pas été une contrainte et dont le handicap ne signifie pas grand-chose dans son quotidien. Ça, je le sais parce que ce sont des réflexions qu'on me fait souvent dans le cercle privé ou professionnel. Mais en vérité, rien ne me prédestinait à devenir chercheuse et encore moins à accéder à des études supérieures. Mon futur était même très incertain quand j'étais adolescente. Je passais ma vie sur internet pour fuir un monde que je rejetais depuis la petite enfance, mes bulletins de notes étaient désastreux, signe d'un décrochage scolaire évident, et la plupart des adultes de mon entourage craignaient que je finisse par vivre au crochet de ma mère. Bref, quand on parlait de mon avenir, c'était toujours une incertitude pessimiste qui régnait. Une incertitude qui me hantait chaque jour. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je fous en doctorat ? Déjà, mes parents ont été parmi les rares adultes qui m'ont aidé à déjouer ce pronostic, ce qui est un énorme privilège quand on sait que ce n'est pas évident dans chaque famille. Ensuite, le fait de m'être spécialisée dans une de mes passions dès le lycée, c'est-à-dire le design graphique, a beaucoup joué. Puis l'officialisation de mon diagnostic d'autisme est arrivée dès ma première année de fac et là, ça m'a permis de comprendre deux choses. D'une, mes besoins et mes handicaps. Ça paraît évident. Mais j'ai vécu 20 ans en pensant être une petite merde incapable alors que j'avais surtout besoin d'être comprise dans un environnement qui ne m'était pas favorable. Et de deux, je devais faire un travail de recherche sur le sujet. Petit à petit, l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques et s'est glissé dans ma pratique artistique. Naturellement, c'est devenu mon sujet de mémoire de master création numérique, ce qui m'a motivé à faire une thèse d'art sur le même sujet. Déjà pour satisfaire ma soif de savoir tout en apportant ma contribution dans la communauté scientifique, mais aussi pour soigner l'enfant et l'adolescente en moi qui se sont toujours senties incomprises. Aujourd'hui j'ai 30 ans, je devrais être contente d'avoir réussi ma vie et pourtant je me retrouve face à l'incertitude. L'incertitude de pouvoir mener à bien ma thèse en tant que chercheuse autiste, avec une dépression qui s'est déclenchée en cours de route et dans un monde en crise lui-même de plus en plus incertain. La France n'est pas un exemple en matière d'inclusion des personnes autistes. Notre retard en la matière est estimé à 40 voire 50 ans et l'État a été condamné à 5 reprises entre 2004 et 2014 pour discrimination à l'égard des enfants autistes. Les cas de violence systémique sont aussi une manifestation de notre retard en matière d'autisme, qu'il s'agisse de harcèlement scolaire, de précarisation ou encore de maltraitance institutionnelle au sein d'établissements supposément adaptés. Certes, nous avons nos fameux plans autisme et s'ils nous ont un peu aidés à avancer ces 20 dernières années, pour l'instant, ils ont plutôt l'effet d'un pansement sur une fracture ouverte. Sur le plan de la recherche, les théories psychanalytiques nous ont fait perdre beaucoup de temps. Pour info, de nombreux psychanalystes refusent de croire que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental inné. Certains vont même affirmer que c'est une psychose ou que c'est provoqué soit par une surexposition aux écrans, soit à cause d'une mauvaise relation avec la mère. Tout ça ne rejoint absolument pas le consensus scientifique actuel, qui reconnaît certes des origines multifactorielles à l'autisme, mais avec une forte composante génétique. De plus, la Haute Autorité de Santé a déjà signalé l'absence d'efficacité de la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme. Aujourd'hui, on commence peu à peu à se dépatouiller de ces théories obsolètes. Mais en plus, des recherches préférant un regard social plutôt que médical sur l'autisme émergent depuis cette dernière décennie. Il est possible que la thèse de l'autrice et chercheuse autiste Julie Daché ait contribué à ce gain d'intérêt en France. On peut aussi constater cette approche dans des recherches en art. Par exemple, la chercheuse Manon Ménard s'est intéressée à l'inclusion des personnes autistes au sein des établissements d'enseignement supérieur par le prisme du design. Au fil des années, un réseau de chercheurs autistes s'est créé dans le pays. En revanche, cela ne nous épargne pas de situations où notre travail se voit être décrédibilisé par des universitaires non autistes plus réfractaires, certains étant toujours friands de théories psychanalytiques, d'autres ayant du mal à envisager des recherches sur l'autisme en dehors de sphères psychomédicales. D'autres encore pensent qu'il est tout simplement impossible d'étudier un sujet qui nous concerne. Julie Daché a elle-même été confrontée à ce problème le jour de sa soutenance de thèse. Au cours des échanges, je parviens à dire que je suis autiste, donc directement concernée par mon sujet. Et il s'avère que mon coming out cause de vives réactions au sein du jury.
C'est la première fois en France qu'une personne ouvertement autiste produit un travail de thèse sur l'autisme. Que je sois à la fois objet et sujet d'étude est visiblement source d'inquiétude. Je suis questionnée sur ma subjectivité. Je serais toujours étonnée que des chercheurs en sciences humaines et sociales s'imaginent être objectifs. Ne font-ils pas partie de cette société qu'ils étudient ? Ne sont-ils pas inextricablement liés à ces humains dont ils décortiquent les comportements ? Tout chercheur n'est-il pas amené à développer un rapport intime à son travail ? Le choix d'un sujet de recherche est d'ailleurs un engagement en soi, sur base d'affinités intellectuelles et ou personnelles. Cette neutralité axiologique du chercheur est un mythe. Pour ma part, je n'ai pas trop été exposée à ces comportements, mais une de mes collègues doctorantes m'a fait comprendre que je prenais beaucoup de risques et que par précaution, j'avais tout intérêt à me faire entourer par une association apte à protéger les droits des personnes autistes. À savoir que cette chercheuse a elle-même été confrontée à des propos discriminatoires en tant que femme autiste, et ce malgré la fiabilité de ses recherches. Certes, je suis rassurée d'être entourée par des collègues bienveillants, mais aussi par un réseau d'universitaires autistes qui me prouvent chaque jour qu'on peut faire un travail de recherche qui nous concerne et nous passionne, à condition de faire preuve d'éthique et d'honnêteté intellectuelle, bien sûr. Mais entre cette méfiance à l'égard des chercheurs autistes et la stigmatisation de plus en plus évidente des sciences humaines et sociales, je ne peux pas m'empêcher de me sentir sur la sellette, comme si ma crédibilité en tant que chercheuse pouvait m'être enlevée du jour au lendemain. Ma thèse s'intitule « Création numérique, inclusion et empouvoirment des personnes autistes ». C'est un projet de recherche-création, c'est-à-dire qu'en plus de produire de la recherche théorique, j'expérimente des créations qui font elles-mêmes partie du processus de recherche. Et comme son titre l'indique, ma thèse s'inscrit dans une démarche de création à la fois inclusive et émancipatrice. Concernant la partie théorique de la recherche, j'explore le passé militant de la communauté autiste sur Internet, mais aussi des notions comme la culture autiste et la culture numérique. J'analyse et questionne des travaux de créatifs autistes dans différents contextes, comme ceux de la création de contenu, des jeux vidéo ou de l'illustration. Par exemple, certains de mes chapitres sont dédiés à Kourn, designereuse et créatrice de contenu qui fait de la vulgarisation sur l'autisme, ou encore à Stuart Duncan, qui a créé Oddcraft, un serveur Minecraft dédié aux personnes autistes ou neurodivergentes en général. Et concernant la partie création de ma recherche, je travaille entre autres sur des capsules vidéo, dont ma série Une semaine un artiste autiste que vous trouverez sur mes autres réseaux sociaux, ainsi que sur un zine numérique autour de la culture autiste et un autre projet de plus grande envergure que je ne veux pas trop divulguer publiquement tant que je ne l'aurai pas concrétisé. J'en ai parlé plus tôt, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'orienter dans la communication graphique dès le lycée. Et je pense que ma passion première pour la création numérique n'a pas seulement sauvé mon avenir, elle a aussi sauvé ma vie. La démocratisation d'Internet dans le début des années 2000 m'a permis de trouver refuge dans la culture numérique de l'époque. La plupart de mes amitiés se sont faites sur Skyblog, dans une sphère où je pouvais exprimer mon intérêt spécifique pour les mangas. Entre deux posts dédiés à des personnages fictifs sur lesquels je crushais comme mes contemporains le faisaient avec Bill Collins ou Avril Lavigne, je publiais des dessins, des fanfictions ou encore des blingies. Cette époque d'internet a tendance à rendre certaines personnes de ma génération si mal à l'aise qu'elles n'ont jamais voulu montrer leur blog. Mais pour ma part, elle me fait ressentir une certaine nostalgie et de la gratitude. Le harcèlement scolaire et l'ambiance globalement hostile du collège avaient amplifié ce sentiment d'incertitude pessimiste dont je vous ai parlé au début, allant jusqu'à me déclencher une dépression. L'internet de l'époque m'a aidé à fuir un monde que je percevais comme hostile et à oublier cette incertitude qui me désespérait. Si cette fuite du monde réel pouvait paraître nuisible à court terme, en réalité elle m'a aidé à cultiver ma créativité dans une safe place improvisée. Et mes créations, aussi amatrices soient-elles, m'ont aidé non seulement à trouver une vocation dans le design graphique, mais elles m'ont surtout permis de trouver une forme de self-care. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais autiste. Mais il était certain que je souffrais cruellement de ne pas parvenir à m'adapter dans un environnement social conventionnel, de ne pas être intégrée parmi mes camarades de classe ou encore d'être rabaissée pour mes centres d'intérêt jugés bizarres. Si je suis persuadée que mon autisme ne disparaîtra pas même dans la société la plus inclusive possible,
Il est clair que l'espace créatif que m'offrait Skyblog à l'époque m'a aidé à mieux accepter cette part de moi dont j'avais honte sans même parvenir à mettre un nom dessus. Cette nostalgie et cette gratitude ressentie pour la Skyblog era font partie des éléments qui m'ont motivé à imprégner mon travail de cette esthétique à la fois rétro, kitsch et personnelle, notamment pour mon projet de zine numérique et mes vidéos, dont celle-ci. Car c'est dans ce contexte spécifique que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à m'exprimer en tant qu'autiste sans même savoir que je l'étais. Ça fait partie de cet hommage à mon enfant et mon adolescente intérieure dont je vous ai parlé au tout début. Fut un temps où je voulais simplement devenir designeuse graphique, mais aujourd'hui j'aimerais surtout faire de la vulgarisation autour de l'autisme et de l'art. Je ne sais pas trop comment réussir à concrétiser ça, mais j'ai à cœur de pouvoir me professionnaliser dans ce domaine, non seulement pour rendre ces sujets plus accessibles au grand public, mais aussi dans l'espoir de pouvoir aider à mon échelle d'autres personnes potentiellement autistes et créatives. Voilà pourquoi mes créations tendent déjà à vulgariser certains aspects de ma thèse. Cette partie créative de la recherche avance peu à peu mais a pris beaucoup de retard en raison d'une dépression qui s'est déclenchée en plein milieu de mon parcours de recherche. Si vous pensez que la dépression n'est qu'une tristesse intense passagère à laquelle on peut remédier avec un peu de bonne volonté, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est avant tout une maladie très handicapante, dont on aimerait justement bien pouvoir se débarrasser à coup de motivation et de discours inspirants, mais qui nécessite en réalité une longue thérapie, un suivi médical et beaucoup de repos. Et pour vous expliquer en quoi la dépression peut nuire à la créativité, je vous laisse avec cet extrait d'une interview de David Lynch que je trouve très pertinente à ce sujet. It stands to reason. The more you suffer, the less you want to create. If you're truly depressed, they say you can't even get out of bed, let alone create. Occupies the whole brain, poisons the artist, poisons the environment. Little room for creativity. Bon, j'essaie d'avancer malgré ça parce que ma date de soutenance est déjà fixée à décembre et qu'il faut bien que je publie cette thèse un jour, et surtout parce que ça reste un projet qui me passionne et que je n'ai absolument pas envie d'abandonner. Mais même si la thérapie et mes traitements font de plus en plus effet, une ombre persiste sur le tableau, une dépression ne se guérit pas si aisément et les chances de récidive sont aussi fortes qu'incertaines. Je redoute que la maladie ne revienne ruiner mes projets. D'autant plus que le climat social et politique ne sont pas très favorables. Le wokisme. Ce terme vaste et fourre-tout peut provoquer la peur, la colère et le mépris chez certains de nos concitoyens, particulièrement depuis son usage médiatique par Jean-Michel Blanquer en 2022. Depuis, plusieurs figures ou groupes conservateurs se sont mis en tête de dénoncer et combattre l'obscurantisme woke, dont les sombres objectifs seraient d'éveiller les consciences sur les violences systémiques ou encore de promouvoir l'inclusion. Et c'est bien du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment... Si on remonte aux origines du terme woke, qui date en réalité du 19e siècle, on remarque qu'il désignait déjà un éveil des consciences, plus précisément celle d'une population afro-américaine violentée et opprimée. C'est au fil des décennies que ce mot a fini par définir tout militantisme en faveur des droits des populations minorisées. Puis dès lors que les conservateurs y ont touché, ce mot est devenu péjoratif. Le politologue Clément Viktorovitch estime qu'à l'heure actuelle, le terme woke n'est plus qu'un remplacement du terme islamo-gauchiste. Le mot a changé, mais l'utilisation est la même, disqualifier les luttes antiracistes et féministes. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec la thèse ? Eh bien, cette panique woke rejoint grandement des idéologies anti-intellectualistes et anti-universitaires. Bien sûr, ce sont avant tout les minorités comme la communauté LGBT ou les personnes racisées qui s'en prennent plein la gueule. Et c'est un sacré euphémisme. Mais les universitaires sont également diabolisés dans le processus. En tant que chercheurs et universitaires, que cela soit en sciences humaines et sociales ou en sciences techniques, nous nous devons pourtant de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'éthique. Nous avons même une formation obligatoire d'éthique de la recherche à suivre dès nos premières années de doctorat, justement pour prévenir toutes sortes de dérives. Malheureusement, même lorsqu'on essaie d'expliquer l'importance de cette rigueur scientifique dans notre milieu, c'est difficile de faire comprendre ça à des personnes déjà convaincues que le wokisme gangrènerait nos universités.
Et si on prend un peu de recul, il n'est pas compliqué de comprendre que cette panique morale est un des symptômes de l'ascension du fascisme. Les États-Unis nous offrent un parfait exemple en ce moment même, le gouvernement Trump faisant de cette chasse au woke une priorité. Suppression des programmes diversité, équité, inclusion, attaques répétées envers les droits des personnes trans, censure d'un nombre conséquent de livres et j'en passe. Et si ça n'a pas fini de vous convaincre, sachez que 3 universitaires de Yale ont tout simplement décidé de partir de leur pays. Parmi eux, le professeur Jason Stanley, spécialisé dans le fascisme, qui a affirmé que le gouvernement Trump ferait preuve de fascisme. Les États-Unis sont en train de subir une prise de pouvoir autocratique, dirigée par un régime qui, je pense, ne voudra pas quitter le pouvoir. À moins de vivre dans une grotte ou d'être d'une insouciance que je vous envie, sincèrement, vous n'êtes pas sans savoir que l'état actuel du monde est plus que tendu. Et de mon côté, j'ai juste l'impression de ne servir à rien. En prenant conscience des crises sociales et politiques que nous traversons et de l'incertitude de notre avenir, j'ai failli laisser tomber ma thèse à plusieurs reprises. Parfois par peur d'affronter des stigmatisations à mon tour, notamment en raison de mon sujet de thèse qui parle d'empouvoirment de personnes minorisées. D'autres fois, je me demandais si je devais pas plutôt prendre des cours de survivalisme à la place. Vivre à l'écart du monde dans la forêt, apprendre l'art de la gifle ottomane. Bon, on sait que la fuite n'est pas du tout la solution, mais vous voyez où je veux en venir. Je ne sais pas si ma thèse passera la soutenance. Je ne sais pas non plus quelles sont mes chances de faire une rechute dépressive, ni de quoi le futur sera fait, aussi effrayant soit-il. Le truc, c'est que cette incertitude pesante, elle me donne l'impulsion de résister. Parfois j'avance lentement, parfois j'ai besoin de me poser, mais il est hors de question que je laisse tomber un projet qui résonne autant en moi et pour d'autres personnes au parcours similaire. Je n'ai qu'une toute petite communauté sur mes réseaux sociaux. Une belle partie est composée de personnes autistes ou en questionnement, et les messages que je peux recevoir de leur part sont très encourageants. Ils me rappellent que je ne fais pas cette thèse pour rien, et si elle peut avoir ne serait-ce qu'un micro-impact positif pour les personnes autistes dans le domaine des arts et dans la communauté scientifique, ça me donne déjà une bonne raison de finir ce projet de recherche. Ensuite, j'ai un certain esprit de contradiction qui me donne envie de donner tort à toutes ces personnes qui n'ont jamais cru que je pourrais en arriver là. Enfin, cet esprit de contradiction va de pair avec un esprit contestataire que je cultive depuis ma petite enfance. Ma thèse n'endiguera en rien l'anti-wokisme, l'extrême droite ou le fascisme, j'entends. Mais réussir à la publier reste pour moi une forme de résistance, celle de vouloir une société plus digne à l'égard des personnes autistes et de toute autre minorité. L'incertitude me donne l'impression d'avancer dans une pénombre sans fin. Mais tout ce que je viens de vous citer, le soutien de mes pairs, la créativité, mes idéaux, c'est la petite lanterne qui m'aide à traverser et à profiter du chemin le temps d'en trouver l'issue.